1903, 1971 et 2010. 3 périodes du temps, 3 histoires complètement différentes. Mais les 3 ont un point commun. Elles ont tous plusieurs témoins qui ont aperçu le sujet du récit. Hystérie collective ou véritable phénomène surnaturel? Bienvenue dans cette vidéo spéciale Halloween. Bienvenue au Lysiade Paranormal. « 1903. Ça se passe dans la ville de Van Meter, Iowa, aux États-Unis. Tout commence avec des témoignages isolés. Plusieurs habitants déclarent avoir aperçu, près des champs et de la vieille mine, une créature imposante et inhumaine. Elle mesure environ 2 mètres de haut. Elle possède de grandes ailes sombres, mais surtout, une tête qui dégage une lumière phosphorescente. Selon les témoins, elle ne vole pas comme un oiseau. Elle bondit en faisant des sauts incroyables. En faisant des sauts de plusieurs mètres en réalité, et ces sauts se terminent en planant brièvement dans les airs. Chaque apparition est aussi accompagnée d'une odeur nauséabonde, rappelant le soufre ou le métal chaud. La créature semble curieuse mais jamais agressive, jusqu'à ce qu'elle fasse sentir sa présence de manière inquiétante. En juin 1903, un groupe de 5 habitants armés décide de traquer la créature. Ils s'approchent de la vieille mine où les observations se multiplient depuis plusieurs semaines. Et c'est là qu'ils la voient de près. La créature est exactement comme décrite, immense, ailée, avec cette lumière unique qui brille depuis sa tête. Les hommes tirent sur elle, mais aucune balle ne l'atteint. Elle s'échappe silencieusement, disparaissant dans l'obscurité. Les hommes restent choqués, incapables d'expliquer ce qu'ils viennent de voir. Pendant tout l'été, les apparitions continuent. Des habitants isolés rapportent avoir vu la même silhouette bondissante avec sa lumière inquiétante, souvent accompagnée de fumée étrange ou de lumière inexpliquée près de la vieille mine. L'histoire se répand rapidement. Tout le monde parle du visiteur de Van Meter, un être qui semble apparaître et disparaître à volonté, défiant toute explication rationnelle. Les descriptions des témoins convergent. Grande taille, aile noire, lumière phosphorescente sur la tête, bond incroyable, odeur nauséabonde et un comportement mystérieux mais non violent. Les habitants commencent à se méfier des champs et de la mine, certains refusant même de sortir après le coucher du soleil. Depuis plus d'1 siècle, le monstre de Van Meter reste un mystère non résolu et les théories abondent. Certains pensent qu'il s'agit d'un cryptide inconnu, un animal volant géant jamais recensé, un peu comme le Thunderbird qui a fait le sujet d'une de mes vidéos. D'autres y voient un phénomène paranormal, une entité surnaturelle ou interdimensionnelle, similaire au Mothman qui aura lui aussi droit à sa propre vidéo dans le futur. Des explications plus rationnelles évoquent l'hystérie collective ou une illusion provoquée par le brouillard, la lumière de la lune et les rumeurs locales. Il y a aussi une théorie scientifique qui avance que des gaz phosphorescents émis par la vieille mine pourraient créer l'apparence lumineuse et étrange de la créature. Quoi qu'il en soit, le monstre de Van Meter reste gravé dans l'histoire de la ville comme un phénomène pré-Mothman finalement, et ça plane toujours sur la petite ville d'Iowa. Les descriptions des habitants continuent d'inspirer les amateurs de mystères et d'énigmes paranormales à travers le monde. Des années 1950 aux années 1970, la ville portuaire de Halifax, en Nouvelle-Écosse, est réputée pour son brouillard épais, ses ruelles étroites et ses vieux bâtiments en pierre. Une atmosphère déjà propice aux histoires de fantômes. Mais depuis plusieurs décennies, un phénomène persiste dans les histoires que partagent les habitants. L'histoire de l'homme de l'ombre d'Halifax. Les premiers témoignages remontent aux années 1950. Des gardiens de nuit et des ouvriers portuaires disent avoir vu, entre 2 lampadaires, une silhouette entièrement noire, sans trait visible, immobile, qui disparaît dès qu'on tente de s'approcher. On la décrit comme haute et élancée, sans visage, sans yeux, sans bouche. Juste une masse d'ombre plus sombre que la nuit elle-même. Dans les années 1970,
les récits se multiplient, surtout dans les plus vieux quartiers près du port. Certains affirment que la silhouette traverse les murs, d'autres qu'elle s'allonge ou se rétrécit selon l'angle sous lequel on la regarde. Quelques témoins disent qu'ils ont ressenti, juste avant l'apparition, une chute brutale de température, un bourdonnement sourd dans les oreilles et une sensation d'être observé, glaciale et oppressante. En 1983, un policier en patrouille aurait même aperçu l'homme de l'ombre sur le toit d'un entrepôt désaffecté, immobile sous la pluie battante. Lorsqu'il a braqué sa lampe de poche sur la silhouette, celle-ci s'est aplatie comme de la fumée et a glissé dans le vide, disparaissant complètement. Plus récemment, dans les années 2000 à aujourd'hui, plusieurs habitants de différents quartiers rapportent encore des histoires similaires. Plusieurs affirment que l'apparition se manifeste surtout entre 2h et 4h du matin, toujours dans les lieux calmes, peu éclairés et chargés d'histoire. Les vieilles maisons victoriennes, les entrepôts abandonnés et les petites rues pavées proches du port. Mais ce qui frappe les enquêteurs du paranormal, c'est la constance des témoignages. Silhouette sombre, plus noire que l'obscurité ambiante. Aucune source de lumière ne semble l'atteindre, comme si elle absorbait la lumière autour d'elle. Fuite instantanée dès qu'elle est regardée de face. Sensation de terreur viscérale chez les témoins, souvent accompagnée d'une paralysie instantanée. Les sceptiques évoquent des hallucinations hypnagogiques entre veille et sommeil, stress nocturne, la fatigue sensorielle dans des lieux sombres et silencieux, mais d'autres y voient une manifestation d'ombre consciente, peut-être un résidu d'énergie psychique lié aux tragédies qui ont marqué Halifax, comme l'explosion du cargo français Mont-Blanc de 1917, l'une des plus meurtrières de l'histoire avant Hiroshima. À ce jour, aucune preuve matérielle n'existe. Pas de photos nettes, pas de vidéos concluantes. Juste des récits concordants, étalés sur plus de 70 ans, décrivant une même entité insaisissable qui semble hanter les nuits d'Halifax. L'homme de l'ombre, silencieux et sans visage. 2010. Deux sceptiques de nature peu enclins à croire aux histoires ésotériques partageaient le trajet depuis quelques minutes à l'intérieur d'une voiture, un trajet qui allait durer environ 1h30. Après une soirée familiale paisible, la route s'annonçait tranquille, bercée par la radio. Pourtant, cette nuit-là, leur voyage prit une tournure pour le moins inattendue, une rencontre singulière qui les obligea à rester sur leur garde et qui relança une longue conversation. Car lorsqu'on se retrouve face à un objet volant non identifié, même les plus sceptiques peinent à garder le silence et à ne pas chercher désespérément une explication rationnelle. À une quinzaine de minutes de Matane, près du village de Saint-Luc, notre témoin, Jonathan, roulait en compagnie de sa mère. Il venait de quitter une soirée familiale, il était aux environs de 23h30 à minuit. Ils amorçaient leur route, comme je le disais, en direction de Rimouski, où notre témoin habitait à l'époque. Jonathan, c'est un vieil ami à moi. On partage la même passion de l'ésotérisme, mais on partage aussi la cohérence au niveau des histoires qui vont nous être partagées. C'est-à-dire qu'on ne va pas croire n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. C'est la première personne avec qui, en dehors de ma famille, j'ai pu approfondir le sujet. Et comme il était quelqu'un de sceptique, on partageait souvent les histoires et les théories qu'on entendait. Mais lorsqu'il m'a partagé son histoire, j'avoue que j'ai resté agrippé à ses lèvres. Parce qu'au final, ce qu'il a vu cette nuit-là, ça a complètement bouleversé sa façon de voir les choses. Et le sceptique en lui a décidé en fait de garder la porte ouverte aux histoires d'ovnis et d'extraterrestres. Entre Matane et Saint-Luc, la route serpente entre quelques maisons isolées et des champs traversés par des lignes électriques d'Hydro-Québec. C'est à cet endroit que l'étrange apparition a eu lieu. Jonathan, au volant, fut le premier à l'apercevoir. Un immense objet stationnaire dans le ciel, parfaitement silencieux. Aucun bruit de moteur, aucun souffle de pâle, seulement le silence nocturne.
Intrigués, Jonathan et sa mère ralentirent pour s'approcher. Devant eux, un engin colossal, en forme de soucoupe, flottait au-dessus des lignes électriques. Rien qui puisse être confondu avec un avion ou un hélicoptère. Ils s'arrêtèrent pour l'observer, mais très rapidement, un sentiment de malaise va les envahir. Comme s'ils n'étaient pas que des simples observateurs, mais que c'était réciproque, et que l'engin, ou ce qu'il contient, les analysait en retour. Au bout d'1 ou 2 minutes d'observation, Jonathan décide de quitter le véhicule pour pouvoir observer sans avoir de reflets ou de bruit du véhicule qui pourrait déranger sa perception. Sa mère, elle, complètement terrifiée, on la comprend, a décidé de rester à l'intérieur du VUS. Dehors, le silence demeurait total. Pas un souffle, pas un mouvement, seulement cette présence écrasante. Puis soudainement, l'appareil se mit en mouvement. Lentement, presque avec grâce, il suivit la direction des lignes électriques avant de disparaître à l'horizon. Jonathan et sa mère tentèrent de rationaliser. Un appareil militaire canadien? Un prototype espion? Une illusion d'optique? Rien ne semblait tenir debout. Même 15 ans plus tard, Jonathan n'a toujours pas trouvé aucune explication satisfaisante, et malgré les avancées technologiques, aucun engin connu ne ressemble à ce qu'il a vu cette nuit-là. S'il n'en parle pas ouvertement, c'est qu'il sait quel genre de réactions peuvent provoquer ce genre d'histoire au travers d'un entourage qui peut être plutôt fermé d'esprit ou peu collaborateur face aux histoires ésotériques. C'est avec les gens ouverts d'esprit et de confiance qu'il accepte de partager son histoire, et pour l'avoir entendu moi-même à plusieurs reprises, son histoire est toujours excessivement constante. Même lieu, même sensation, même description. Il n'y a aucun embellissement au niveau de ces différentes versions, car ces versions sont toujours identiques, ayant aucune contradiction au travers de ces multiples fois où il a raconté son histoire. Ça donne, comment dire, une espèce de force singulière à son témoignage. D'ailleurs, ce genre d'observation n'est pas unique à Jonathan, et on a plusieurs récits similaires, surtout dans la province du Québec. Plusieurs témoignages mentionnant des ovnis évoluant près des lignes ou des postes électriques d'Hydro-Québec, comme s'ils cherchaient quelque chose. Tout à l'heure, une expérience que quand je pilotais, quand je suis revenu du Grand Nord une journée. En quelle année? Oh, c'est à peu près dans les années 78, 79. J'avais un voisin qui était assis avec moi en avant, puis à un moment donné, je lui ai dit, regardons, au bout de l'aile à droite, ils ont installé des tanks, des dessus de tanks comme dans l'Est. Ouais. Mais ça, c'était complètement en forêt, là, hein. Je veux dire, je voyais 5 dessus des ronds blancs. J'ai estimé ça à peu près à 60 Que vous étiez en hydravion, vous? Oui. OK. Puis à un moment donné, je comprends pas ça, comment ça se fait qu'il n'y a pas de chemin qui vient jusque-là. Puis j'avais passé là souvent parce que c'était mon heading pour m'en revenir. Vous les aviez jamais vus, hein? Puis j'avais jamais vu rien. Je dis, comment ça se fait qu'il n'y a pas de chemin qui va là? Des puis à un ronds de moment lumière, donné... Non, c'était juste des ronds blancs. Des grands, d'à peu près 60 pieds de diamètre. Ben, ça volait ou c'était au sol? C'était au sol, ça bougeait pas du tout. Puis à un moment donné, c'est pas la première fois que j'entends ça. Le type qui était avec moi me dit, hey, ça bouge, regarde, ça bouge. Puis là, je les ai vus partir, puis à un moment donné, ils ont monté en formation, les 5, complètement devant le nez de l'avion. Assez que moi, j'ai tiré sur le manche, j'ai passé proche de faire un 360. Finalement, j'ai jamais vu une affaire de même. Mais là, tu parles pas de ça à personne, hein? Je veux dire, je retourne à scène, puis... Vous venez de le faire, là. Je peux vous dire une chose, là. Au Centre de contrôle régional de Dorval, le CCR, ils font des fiches spéciales de compilation Je suis allé... de ce qu'ils appellent des sightings d'ovnis. J'ai dit au Centre UFO à Montréal, là, à l'époque. UFO Québec? Oui. Je suis allé là, puis j'ai dit, c'est un de mes amis qui a vu quelque chose de bizarre en faisant. Le gars, il dit, viens ici. Tu diras à ton chum, là, il m'a montré. C'était sur les lignes de l'Hydro-Québec qui descendent de LG2, voilà, qui viennent à Montréal, ce qui expliquerait souvent qu'il y a des pannes de courant à Montréal. Il appelle à LG2, tout va très bien, en haut, le courant descend, mais à quelque part, ça coupe. Les ovnis coupent souvent le courant, puis on le voit dans le film. Ouais, d'après lui, les ovnis prendraient... Les effets électromagnétiques. Oui.
Nos 3 histoires d'aujourd'hui, aussi extravagantes soient-elles, rappellent que lorsqu'on a plusieurs témoins qui partagent les mêmes phénomènes, ça va créer une certaine amplitude ou un certain intérêt plus spécifique à ces histoires. Pendant que plusieurs explications rationnelles existent, ces témoins vont tout de même soutenir qu'ils ne peuvent pas être tous et toutes victimes de phénomènes d'hallucination ou de simple méprise. Et c'est intéressant surtout lorsque ces témoignages vont se transposer d'année en année et même dans certains cas sur plusieurs dizaines d'années. Mais d'une manière ou d'une autre, les témoins, de leur côté, auront réellement eu l'impression d'avoir été aux lisières du paranormal. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite maintenant à aimer, commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous avez une histoire à me raconter, écrivez-moi, les infos sont en description. Et si vous désirez continuer l'aventure aux lisières du paranormal, vous pouvez poursuivre avec cette vidéo affichée à l'écran.